Salut à toi et bienvenue dans cette formation Angular où on va apprendre tous les concepts essentiels et fondamentaux pour créer des applications, pour créer des sites web en Angular. Toutes les notions qu'on va apprendre aujourd'hui entrent dans plus de 99% d'applications Angular et je vais t'expliquer ça de manière simple, de manière pratique, afin que toutes les notions qui semblent compliquées à Angular, qui peut te prendre des heures, on va résumer ça et d'ici la fin de cette vidéo, tu auras créé une application concrète en plus des notions que tu auras apprises. Donc, prends-toi un café, ouvre ton éditeur de texte. On va commencer avec la première notion. C'est quoi Angular et pourquoi utiliser Angular? Angular, c'est un framework front-end qui te permet de créer des applications robustes, fiables, très rapides et qui sont vraiment scalables, c'est-à-dire elles s'adaptent en fonction de la taille de ton équipe, en fonction de la taille de l'application que tu veux créer. Donc tu peux l'utiliser pour créer une simple application, comme on va faire aujourd'hui dans cette vidéo, ou tu peux l'utiliser pour créer des applications professionnelles, robustes, où plusieurs ingénieurs travaillent sur différentes parties en même temps. Ce que j'ai déjà eu à faire dans l'entreprise où je travaillais précédemment. Une petite différence entre Angular et React, c'est que Angular est beaucoup plus structuré. C'est ça qui permet vraiment, qui facilite la collaboration entre équipes. Et Angular vient avec plein d'outils comme l'Angular CLI, qu'on va utiliser tout à l'heure, qui est une interface de commande qui te permet de générer des composants, des services. On va voir toutes ces notions ensemble tout à l'heure. Mais Angular vient avec un CLI qui te permet d'écrire une commande et générer un fichier déjà avec les bases pour ton composant, l'intégrer dans l'application assez facilement. Et tout ça est bien documenté sur le site. Ok, donc pourquoi utiliser Angular contrairement aux frameworks comme React, Vue, Svelte, etc. Et déjà, l'argumentation ici n'est pas pour dire que utiliser juste Angular n'apprend pas React, mais pour dire que Angular, c'est un framework qui a été construit pour créer des applications robustes et qui facilitent vraiment la collaboration en équipe. Et il est très demandé dans les entreprises. Lorsque tu fais les recherches d'emploi, tu vas trouver React est beaucoup demandé, Angular est très demandé par la suite. Donc en apprenant Angular, tu es aussi certain que la demande ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et les deux autres avantages d'utiliser Angular, c'est la documentation qui est très extensive, qui est très détaillée, à travers tous les différents composants, les exemples, le code que tu peux copier, le éditeur Playground en ligne que tu peux directement modifier et voir comment ça affecte le projet en live afin que tu apprends plus facilement comment prendre en main Angular. Ok, maintenant qu'on a vu c'est quoi Angular et c'est quoi les avantages d'utiliser Angular, comment installer Angular, comment commencer à utiliser Angular. Voilà, nécessaire pour installer Angular, il faut installer Node.js. Donc, comment installer donc Angular? C'est simple, la commande, vous la trouvez sur le site d'Angular. Mais sinon, la voici ici, c'est npm install-g pour dire global. Ça va installer globalement dans tout l'ordinateur. Donc, la commande npm install-g @angular/cli. CLI veut dire Command Line Interface qui nous permettra d'exécuter des commandes dans le terminal. Et une fois qu'on a fait cette commande, ça a installé Angular globalement. Pour tester ça maintenant, on va pouvoir donc faire la première commande de Angular CLI. Vous allez taper ng, ça va vous afficher la version d'Angular que vous venez d'installer. Lorsque vous avez fait ça, vous venez d'exécuter votre première commande Angular et maintenant on va créer un nouveau projet. Ça se fait facilement. Vous allez dans le dossier que vous voulez et vous ouvrez le terminal dans ce dossier et vous exécutez la commande ng new, c'est-à-dire Angular nouveau, et vous tapez le nom du projet. Ok, là on me demande quel type de CSS je veux utiliser, soit CSS, soit Sass, soit SCSS, etc. Laisse, je vais prendre bien sûr CSS normal pour garder ça simple. Demande si je vais activer le server-side rendering. On va garder ça en non et tous mes fichiers principaux sont créés. Maintenant pour ouvrir le projet, je peux le faire de deux manières. Soit je viens ici, le dossier là, il a été créé, j'entre là et vous voyez tous ces fichiers qui ont été créés. Je fais un Shift, clic droit et j'ouvre avec mon éditeur de texte VS Code où on peut faire de manière plus technique, de faire juste un CD et j'entre dans le nom du dossier First App. Lorsque maintenant je suis dans le nom du dossier, je peux juste taper code, point et ça va ouvrir Visual Studio Code. Ok, avant qu'on commence à voir tous les fichiers ici, je vais faire une petite pause là rapidement pour vous montrer les extensions installées pour Angular. Si je saisis ici Angular, vous allez voir Angular Language Service. Angular Snippets version 18, ce sont les deux choses vraiment dont vous avez besoin. Ok, maintenant que notre projet a été créé, on remarque qu'il y a plusieurs dossiers et fichiers qui sont
initialisé avec le projet. Je vais vous expliquer un peu le rôle de chaque fichier là. Mais avant de faire ça, on va lancer notre application afin que vous voyez l'application qui vient par défaut. Je vais cliquer ici sur les 3 petits points. Je vais aller sur terminal et cliquer sur nouveau terminal. Ça va ouvrir justement terminal là. Ou si vous connaissez le raccourci clavier pour le faire, vous le faites rapidement. Et ici, je vais exécuter la commande ngserve. ngserve, ce que ça va faire, ça va compiler mon application et ça va le déployer afin de l'exécuter en fait. Je vais cliquer ça, vous allez voir tout ce que ça va faire. On dit le port 42 est déjà en cours d'utilisation. On me demande d'utiliser un autre port. Ça, c'est parce que j'ai une autre application que j'utilise en ce moment. Sinon, le port 4200 est le port par défaut. C'est probablement celui qui viendra pour vous. Vous n'aurez pas cette option-ci. Donc, je clique juste sur Yes. Peu importe, ça va créer l'application sur un autre port. Le projet a été initialisé et voici le lien que ça me donne au port 51.147. Je peux cliquer sur ce lien pour l'ouvrir. CTRL-clic, ça va l'ouvrir dans mon navigateur. Et c'est ça qu'on voit. Voici notre application, première application Angular. Ok, donc notre première application Angular est créée avec ça. Et pour la modifier rapidement, je peux venir ici. Je vais aller dans src, app. Vous allez voir app component.html. Moi, je peux fermer le terminal pour le moment. C'est le hide, ça va le cacher. Et si je reviens ici, on voit Hello First App. Je vais revenir dans mon application et faire juste un CTRL F et chercher le mot Hello. Ok, donc c'est ici qu'il y a notre message qui affiche le Hello. Donc je peux venir ici juste modifier ça pour dire bonjour et enregistrer ça. Ça va recompiler le projet et si on repasse sur le navigateur, on voit que tout ça a changé, ça s'est actualisé. Donc vous avez déjà modifié votre première application Angular. Maintenant on va voir un peu dans les détails. C'est quoi ce fichier qu'on vient de modifier et qu'est-ce qui se passe en fait. Angular fonctionne avec des choses qu'on appelle des composants. C'est ce qu'on vient de modifier ici. Le composant, vous allez voir un composant est constitué d'un HTML, CSS, de son JavaScript et d'autres choses qu'on peut créer à côté. Dans une application Angular, lorsque vous la créez, ça vient avec le composant app qui est le composant de l'application même. Et on va venir ici, on va effacer toutes les choses qu'ils ont créées par défaut. On n'a pas besoin de ça. On va mettre juste un simple paragraphe pour dire Hello Program Angular. On revient ici, c'est juste Hello Program Angular qui s'affiche, c'est bon. Donc lorsque vous créez un projet Angular, le projet a un dossier public. C'est ici que vous allez souvent mettre vos assets pour vos images, vos vidéos, les documents que vous voulez utiliser pour afficher sur votre page. Après, on a un fichier angular.json. Vous allez configurer comment votre application Angular va être construite, comment elle va être déployée, ou bien comment, lorsque vous allez lancer une commande pour générer, pour créer un composant, comment tout ça se passe. C'est ici que vous allez configurer tout ça. Tout ça pour le moment, c'est un peu avancé. On ne va pas voir ça dans la formation d'aujourd'hui. Mais normalement, toutes les configurations par défaut sont bonnes pour vous permettre à développer de bonnes applications. Package.json, ça c'est pour Node.js, où vous avez toutes les dépendances Node.js, tsconfig, ça c'est pour le TypeScript. On ne regarde pas ça. En dehors de ces fichiers, on a le dossier src. C'est ici que la plupart de notre développement va se passer. Et déjà, on a un dossier app qui contient nos composants et nos fichiers pour notre application. Il y en a plusieurs là, mais on a le index.html qui charge notre application. Ça, c'est ce qui est affiché. Le title qui est first app et tous les métadonnées pour l'application. Ça me charge le logo, etc. Et vous voyez ici, on a AppRoot qui est le sélecteur pour notre composant application. Main.ts, c'est le fichier qui lance notre application. Elle lance notre application en appelant la fonction Bootstrap Application et ça le passe le composant App Component. Donc, le premier composant nécessaire pour notre application, c'est le App Component et ça le passe le App Config que ça importe à partir de app.config. Ce fichier-ci, app.config, c'est ici qu'on va configurer les choses. Comme par exemple, import routes from AppRoot pour faire le routing. Et si on regarde le fichier app.root, on voit que rien n'est configuré par défaut. Maintenant, ces 4 fichiers-ci, c'est le fichier qui constitue notre application, notre composant application. Ils se terminent tous par a.component suivi de l'extension qui les différencie. Le .TypeScript.ts, c'est le TypeScript, c'est pour la logique de notre composant. C'est ici qu'on le déclare, qu'on le crée. Vous voyez, on crée la classe app.component pour créer le composant de l'application. Maintenant, avant de continuer plus dans les composants, je vais vous expliquer c'est quoi le concept de composant en programmation, mais en Angular en particulier.
En fait, un composant, c'est un bloc de ton application, une entité qui sera réutilisable et qui a un rôle précis dans le fonctionnement de ton application. Supposons par exemple que tu es en train de créer une application de to-do, ce qu'on va faire tout à l'heure. Dans ce cadre-là, l'application de to-do, on aura le composant initial de to-do app, ou bien dans notre cas, ça sera juste le app component par défaut, comme ce qu'on a ici. Et à l'intérieur de ce app component, on aura des sous-composants qui seront le to-do list et les to-do list items. Parce que pour faire un to-do app, on a besoin d'une to-do list, la liste des différentes tâches à faire, et chaque tâche est aussi un propre composant. Maintenant, ce composant-ci, lui, il aura des actions sur lesquelles on peut exécuter, c'est-à-dire compléter une tâche, créer une tâche, supprimer une tâche, etc. Ce sont les différents composants. Donc, un composant, en fait, c'est un bloc de ton application. Un bloc, une part entière qui a un rôle précis et une responsabilité précise. Donc, maintenant qu'on comprend ça, on sait donc que l'app component, son rôle, c'est de gérer tout le fonctionnement de l'application. Le composant de l'application, c'est lui qui sera géré par l'app component. Maintenant, il sera divisé en différentes parties parce que on sait qu'un site web, une application web, est constitué du HTML, CSS et JavaScript. Le JavaScript sera géré dans le fichier component.ts. Le HTML, comme vous l'aurez deviné, c'est dans le fichier HTML et le CSS dans le fichier CSS. Et tout ça est lié à partir du fichier appcomponent.ts. Ce qui fait qu'un composant soit reconnu comme un composant Angular, c'est ce décorateur-ci. Donc si on le retire là, ce fichier devient juste comme un simple fichier TypeScript. Ça, c'est juste une classe qu'on appelle appComponent, mais ce n'est pas un composant Angular. Quand on rajoute ce décorateur component, là, ça décore, ça marque cette classe comme un composant Angular. C'est ce décorateur qui le fait. Et lorsqu'on le fait, on doit passer certains paramètres, certaines propriétés. Le premier, c'est le sélecteur. Créer un composant Angular, on lui donne un sélecteur qui sera défini et unique dans toute l'application. L'app root, on a décidé d'appeler par défaut l'app component. Son sélecteur, c'est app root. C'est celui que vous avez vu tout à l'heure dans index.html où on a appelé le app root. Donc le sélecteur, c'est en fait la balise HTML qui sera utilisée par d'autres fichiers HTML pour référencer ce composant-là. C'est comme ça qu'après, on aura nos choses comme par exemple app to do, où on aura une tâche comme par exemple manger. Donc on va créer nos propres composants tout à l'heure comme ça. Ça, c'est le sélecteur. OK. Dans le sélecteur, maintenant, standalone true pour dire que ce composant n'a pas besoin d'être déclaré d'un ng module. Le truc de ng module, c'est des choses qui étaient dans les anciennes versions d'Angular. Ça existe toujours, mais ils ont décidé de rendre ça moins important dans les nouvelles versions parce que ça causait plein de soucis lorsqu'on devait créer des applications plus grandes. Donc, juste mettre standalone true la plupart du temps. Maintenant, ici, import. Dans l'import, un composant app component, il a parfois besoin d'autres composants. C'est ici qu'on va importer ces composants-là, ces autres classes qui sont nécessaires qu'on va utiliser dans le composant. Je vais vous montrer tout à l'heure comment faire ça dans un exemple concret. Template URL, ça référence notre fichier HTML, notre fichier template, où est-ce que le code qui représente notre composant est situé. Donc ce point HTML, c'est-à-dire que si je repars dans mon index.html, lorsque je mets app_root, lui sera remplacé par tout ce qui se situe dans le template URL, c'est-à-dire le appcomponent.html. Si on va là, il sera donc remplacé par ce paragraphe-ci. Donc tous les éléments que je vais rajouter ici, un autre H1, A, un HR, etc. Tous ces éléments-ci, c'est ça qui sont remplacés ici par le app_root. Si on repart dans notre fichier, on voit que tout ça a été rajouté, malgré le fait que dans le index.html, on appelle juste notre composant. C'est ça qui rend ça vraiment super puissant de créer des choses réutilisables. On va créer un composant qui représente un bouton par exemple, ou bien créer un composant qui représente un to-do, une tâche à faire, et ça sera réutilisable partout dans l'application, juste en appelant le bon sélecteur et toute la logique, tout ce qui marche en arrière, tout le CSS va être intégré juste en incluant la balise. Et le style.url, c'est pour le CSS bien sûr. Ok. Donc on a la logique des composants, on a le composant par défaut .html, le spec.ts, ça c'est pour les testing, pour configurer comment tester les différentes choses. On va parler en détail dans le testing ici. Maintenant qu'on a compris la notion de composant, comment est-ce qu'on peut créer notre propre composant en Angular? Ok, pour créer un composant Angular, on va rouvrir notre terminal. Je vais ouvrir
un nouveau terminal ici et je vais exécuter la commande ng generate component et ça va créer un composant pour nous. Maintenant, on va juste nommer notre composant. Supposons par exemple qu'on veut créer notre to-do list, composant. Vous pouvez le nommer comme ça lorsque vous le créez ou vous pouvez le faire to-do-list. Les deux choses sont similaires. Lorsque j'appuie Entrée, ça va créer ces fichiers ici pour moi. Vous allez voir dans App, ça crée le to-do list et ça crée ces 4 fichiers. Ça crée le component.ts avec son sélecteur déjà par défaut. Donc ça configure tout ça déjà par défaut pour nous. Le standalone, comme je l'ai dit, c'est trop presque tout le temps. Le template.url, ça référence d'ailleurs le fichier HTML qui est là et ça met un to-do list works, etc. Le CSS, ça crée tout ça pour nous. Un fichier pour tester, tout ça est créé pour nous par défaut. Ok, donc c'est aussi facile que ça de créer un composant Angular. Maintenant, on a ces 4 fichiers qui sont créés pour chaque composant. Ça peut être un peu ennuyant. Parfois, on ne veut pas créer tous ces fichiers-ci. C'est où on va aller dans angular.json. Dans angular.json, je peux configurer qu'est-ce qui se passe lorsque je génère un composant. Si je viens ici dans schematics, je fais par exemple, je sélectionne schematics angular component et maintenant je pars entrer. Je regarde les différentes options qui sont là. Je veux par exemple dire inline template, je vais dire true. Le faire comme ça, je vais aussi dire skip test à true. Ok, je vous explique ce que ça fait. Inline template, je vous ai dit que chaque composant a son template HTML, son template CSS. C'est pour ça qu'on a dit template URL et le style. Le fait de dire inline template, ce que ça fait, c'est dire juste au Angular que je ne veux pas que tu crées un fichier séparé pour le HTML. Pour l'exemple du to-do list qu'on a généré tout à l'heure, le to-do list, je viens ici, je peux le faire par moi-même. Ça a généré tout ça par défaut. Je peux venir ici, je dis que non, je ne veux pas un fichier HTML spécifiquement pour ça. Je veux juste un template. Au lieu d'un template URL, je veux un template. Et ici, je peux écrire mon propre code. Ok, donc, c'est-à-dire si vous avez un simple composant où il n'y a pas beaucoup de choses à faire, vous pouvez écrire directement votre template ici à l'intérieur que de créer un fichier HTML complet pour juste mettre un paragraphe, pour juste mettre un bouton à l'intérieur. Donc, vous allez pouvoir le faire comme ça. Pareil pour le style. Au lieu de mettre un style URL, vous avez tout votre CSS dans un autre fichier. Vous pouvez le faire avec juste ces styles. Et dans style, c'est un tableau où vous allez préciser vos différents styles. Quelque chose comme ça. Donc ça, c'est, vous pouvez avoir les URL ou bien vous pouvez avoir les versions courtes qui sont déjà ici à l'intérieur. Si je retire ça, j'enregistre. Bon, on ne va rien voir dans notre application parce que ce n'est pas intégré dans l'application. Mais c'est comme ça qu'on peut configurer notre template. Donc, comme j'expliquais, dans angular.json, je peux venir et dire que lorsque je génère un composant, je veux que le inline template soit vrai. Donc, c'est-à-dire que tu ne me crées pas un fichier HTML séparément pour le composant. Pareil pour skip test. Ce fichier pour les tests là, c'est pas nécessaire. On va pas voir ça dans notre formation d'aujourd'hui. Donc, je veux pas que tu me génères ça pour rien. Donc, skip le fichier pour les tests. Il peut faire pareil pour le CSS, dit inline style et dit true. Ok, donc si j'enregistre ça, maintenant à partir de maintenant, je vais créer, ou bien je vais venir ici dans To-Do List, je vais supprimer tout ce dossier ici pour supprimer ce composant et je vais relancer la commande ng generate component to-do list. Ça exécute ça et vous allez voir que seulement un fichier a été généré, le to-do list component, et ça a compris exactement ce que je voulais. Ça, au lieu d'un template URL, ça a mis juste le template et le style, ça a mis tout ça ici. Donc je vais pouvoir venir ici et dire juste par exemple paragraphe, je veux que la couleur soit rouge, quelque chose comme ça. Donc pour un simple composant, on va le faire comme ça. Donc ma configuration par défaut peut être celle-ci, et même si j'ai généré un composant par défaut sans autre fichier et que je veux rajouter un autre fichier, le processus contraire reste pareil. Je viens là, je mets nouveau fichier, je crée juste le nom to-do list.component.html. Maintenant que j'ai créé ce fichier, je dois le référencer ici avec un template URL, et dans ce template URL HTML, j'enregistre ça et ici je peux venir faire juste un p to-do list HTML. J'enregistre ça. Ok, donc vous savez maintenant comment créer un composant Angular, comment le configurer pour qu'il soit vraiment minimal, juste un fichier HTML, un fichier TypeScript, ou bien juste un fichier TypeScript seul dans le angular.json. Maintenant, comment intégrer ce composant-ci? Parce qu'on l'a créé, oui, il est là dans l'application, mais il est nulle part, on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'utiliser.
C'est comme une balise en fait. Vous avez des balises H1, des balises H6 qui existent, mais tant que vous l'utilisez pendant votre application, ça n'existe pas, ça ne sera pas visible. Donc, on va venir dans notre app component. Ça, c'est l'app qui est affiché par défaut. Donc, si on va afficher notre to-do list component, on va l'afficher dans l'app. On va la rajouter dans l'app. Pour l'utiliser ici, je vais venir et utiliser son sélecteur, c'est-à-dire app-to-do list. S'assurer bien que c'est le nom du bon sélecteur. Donc, c'est app to-do list. OK. Donc, c'est bien ça que je dois mettre là. Vous voyez ici, ça me donne une erreur. Ça me dit que app to-do list n'est pas connu. Pour qu'il soit connu dans mon composant de l'application, je dois l'importer. OK, je viens ici dans mes imports. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, je vais rajouter l'import pour le to-do list. Vous allez voir ici, to-do list. Et vous voyez, ça me suggère directement là. Lorsque je clique dessus, ça fait l'autocomplétion. Ça l'importe ici pour moi. Et maintenant, je peux l'utiliser. J'enregistre ça, je viens là, il n'y a plus l'erreur, j'enregistre. Et si je pars dans mon navigateur, vous voyez notre to-do list HTML est créé et il existe. Je peux l'utiliser plusieurs fois, c'est un composant, c'est ça la réutilisabilité. J'ai 4 composants maintenant, to-do list, et je reviens, ils sont là 4 fois. Si je pars dans mon composant to-do list HTML, je rajoute un bouton compléter. Chaque to-do list HTML aura maintenant ce bouton compléter. Là, on a créé un composant. Je vais revenir dans le pointer script et on va fermer tous les autres fichiers. Close all. Je vais fermer la barre au côté. Je vais faire CTRL P et juste taper to-do list. Donc j'ai mon to-do list component que j'ai ouvert. Vous avez la classe to-do list component. C'est ici qu'on va configurer toute la logique, tous les états de notre composant. C'est-à-dire quoi? De quoi est-ce que constitue notre to-do list component? Vous voyez, GitHub Copilot me suggère certaines choses ici. Je vais faire tab pour que ça rajoute tout ça pour moi. Que vous voyez un peu ce qu'on peut faire. Donc, ici dans To-Do List Component, je décide de créer un tableau qui contient plusieurs objets To-Do dans le titre et l'état si c'est complété ou pas. Ça, c'est un tableau. J'aurai une fonction qui s'appelle Add To-Do qui va rajouter un nouveau To-Do dans la liste des To-Do. Remove To-Do va supprimer le dernier To-Do. Ça, c'est une simple implémentation. On va faire quelque chose de plus complet tout à l'heure. Mais pour vous dire que dans votre composant, vous pouvez avoir vraiment la logique. C'est ici que vous allez pouvoir faire un appel vers une API, récupérer les données de toutes les tâches qui sont créées ou bien toutes les données de vos utilisateurs, créer des fonctions. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on supprime un utilisateur, lorsqu'on clique sur un bouton, etc. Donc la logique se fait dans le component.typescript. Lorsque j'enregistre ça, rien n'a été modifié dans notre HTML, donc rien ne va changer. Avec toutes ces propriétés ici, pour les rendre visibles ou pour les utiliser dans notre application, on va aller dans le component.html, donc dans le template HTML. Je vais effacer ça. Et ici, ce qu'on va faire, c'est une div. Et le div va contenir to-do list, un titre pour to-do list. Et en dessous de ça, ce que je vais faire, c'est juste mettre UL et LI. Je vais écrire ici. Entre les accolades, ça c'est ce qu'on appelle interpolation pour pouvoir insérer une variable. Donc si je vais dire par exemple to-do, vous voyez, ça reconnaît ma variable et ça reconnaît mes fonctions qui existent dans le composant. Je peux l'utiliser ici. Je vais mettre to-do, prends le premier élément et affiche-moi son titre. J'enregistre ça. On repart dans notre navigateur. On voit que on a chacun to-do avec 1. Ça c'est parce que dans mon app component, je l'avais écrit plusieurs fois. On va aller dans l'app component HTML. Je vais effacer toutes ces instances ici. Garder juste une instance de app to-do list. Et on voit qu'on a notre to-do list avec un item qui est affiché. Maintenant, on va passer à la prochaine notion de notre formation. Parce que on a besoin de faire vraiment comme une boucle fort pour pouvoir parcourir tous nos items. Afficher juste un seul élément comme ça, c'est pas logique. C'est pas quelque chose qu'on fera dans la vie réelle très souvent. Comment utiliser la boucle for en Angular? Parce que là, on a une liste d'items, on aimerait tous les afficher en faisant une boucle pour aller à travers tous ces éléments. Et c'est ce qu'on ferait pareil si on avait une liste d'items qu'on prenait à partir d'une base de données. Donc, pour faire ça, on va le faire de manière simple avec @for. Vous voyez, ça me suggère un bloc là. Je vais cliquer dessus et ça génère le reste pour moi. L'item, je vais appeler ça to-do item qui vient de to-do, de ma propriété to-do qui existe dans mon composant. Et je vais track. Le track, c'est pour dire que ça c'est un mot-clé pour chaque item. Donc chaque item doit avoir un mot-clé unique qui nous permet vraiment de traquer, les différencier, afin que lorsque un élément change, on est capable de
d'identifier qu'il a changé. Dans le track, généralement, ce sera un ID. Donc, je vais taper to do. Vu qu'on n'a pas de ID, non, pas to do, ce sera to do item. Point. Vu qu'on n'a pas de ID, on va se baser sur le titre parce que chaque titre sera quand même unique. Donc, ça va traquer le titre. Donc, lorsque le titre d'un élément va changer, ça va faire la mise à jour de tout ce qui se passe ici. Donc, là, on a créé notre boucle for pour chaque élément dans notre to do. Ce qu'on va faire, c'est on va à la ligne et ce qu'on peut maintenant écrire ici, c'est du HTML normal. Donc, par exemple, je vais faire li to do item title et en plus de ça, je vais aussi mettre un pipe là et rajouter le texte si c'est complété ou pas. Et pour faire ça, ça aussi cool aussi. On va utiliser des conditions. Je vais mettre if to do item.completed. Si c'est complété, je vais juste mettre le texte dans un span qui sera completed. Sinon, je vais mettre not completed. J'enregistre ça. C'est quoi le problème? Ok, désolé, le problème c'est que pour le else, j'ai pas mis de arrobas, donc ça ne reconnaissait pas ça. Donc, je viens un peu de faire quelque chose d'un peu compliqué ici, mais ce que je fais, c'est que je fais un boucle for et pas à travers chaque item qui se trouve dans mon to-do, dans mon tableau, et j'affiche un li pour chaque item. Sauf que chaque item est caractérisé par son titre, donc je l'affiche, le titre de l'item, et je rajoute une barre, et je rajoute le texte. Si l'item est complété, je rajoute le texte completed. Sinon, je rajoute le texte not completed. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait des boucles for et des conditions en Angular. Donc bien sûr, on a le else, on a aussi le else if, mettre une autre condition ici, et etc. C'est comme ça qu'on aura des composants dynamiques. Donc là, ici, par exemple, je pourrais donner des classes, et classes que je vais appeler red, et je vais appeler ici une classe, je vais appeler green. J'enregistre ça, ça reformaté, je pars dans mon component TS, j'avais mes styles ici. Et ce que je vais juste faire, c'est rajouter les classes .green et la couleur sera green. .red et la couleur sera red. Ok, sinon le paragraphe, je veux plus ça. J'enregistre ça, on repart dans mon navigateur et on voit qu'on a déjà nos items qui s'affichent. Ok, donc là on a notre to-do list qui affiche tous nos items. Ça c'est super cool. On est maintenant capable de créer nos propres composants, d'afficher les données de ce composant, les parcourir à travers des boucles et des conditions pour faire des choses personnalisées. Mais qu'est-ce qui se passe si on veut maintenant gérer des interactions avec des utilisateurs? C'est-à-dire, cette tâche-ci, c'est juste marqué par compléter ou compléter, mais une to-do list normale, on doit pouvoir cliquer pour la compléter ou la non compléter. Excusez mon français, je ne sais pas c'est quoi le contraire de compléter, la décompléter. Bon, comment on va faire ça? Maintenant, si je veux compléter ou non compléter un élément, ce que je vais faire, c'est rajouter notre pipe là et mettre un bouton compléter. Ok, j'enregistre ça. On revient ici. On voit que chaque tâche a maintenant un bouton compléter. Maintenant, ce qu'on veut qu'il se passe, c'est que lorsqu'on clique sur un bouton compléter, la tâche devient complète. Et pour une tâche qui est déjà complétée, peut-être on veut afficher un autre type de bouton ou bien avoir une autre fonctionnalité ici. Ou bien ne pas avoir de bouton en tout cas du tout. Ok. Donc pour gérer ça, je vais d'abord amener mon bouton à la ligne pour qu'on a plus de visibilité. Et ce que je vais faire, c'est avec une parenthèse et vous allez voir tous ces événements ici. Ce qu'on ferait dans le JavaScript normal avec des event listener. Et ici, on a des événements Angular qui existent déjà pour nous. Là, on cherche pour l'événement click. Donc lorsqu'on clique sur ce bouton, qu'est-ce qui se passe? Ce que je veux qu'il se passe, c'est que je vais faire to do item.completed et je vais le mettre à true. Si j'enregistre ça, je reviens ici, on va voir que lorsque je vais cliquer sur compléter, et le bouton a été complété et le texte a été mis à jour. Ça c'est parce qu'on a notre track aussi qui suit la progression et le changement de chaque élément. Donc ok, donc maintenant on a créé dans un to-do list où lorsqu'on clique sur le bouton compléter, la tâche est complétée. Maintenant ce qu'on aimerait faire donc c'est peut-être faire deux choses différentes. Je peux dire par exemple, rajouter une autre condition. If to-do item n'est pas complété, là je veux mon bouton qui va mettre completed à true. Sinon, je veux un bouton qui va mettre completed à false. Et le texte sera maintenant incomplété ou bien uncompleted, quelque chose de bizarre comme ça. Donc j'enregistre ça, on a une nouvelle condition. Si la tâche n'est pas complétée, on affiche le bouton compléter
Mais sinon, si la tâche est déjà complétée, on affiche le bouton non complété ou décomplété. Excusez-moi pour le français, c'est pas ça que je vous apprends aujourd'hui. Mais on va tester ça. Je clique sur compléter et le bouton a changé. Maintenant, on a un autre bouton qui s'affiche qui est décomplété. Donc là, on a déjà des tâches qui sont capables de changer d'état. Super cool. Là, on a fait quelque chose de compliqué. On a mis la logique dans le HTML. Ça, c'est quelque chose que ne verrez pas très souvent. Mais ce qu'on veut faire, ce n'est pas juste gérer tout ça ici, la logique là. On peut parfois avoir besoin de faire plusieurs choses. Comme par exemple, lorsqu'on clique sur ce bouton, je veux par exemple envoyer une requête à la base de données pour marquer cette tâche comme complétée, attendre la réponse, prendre le résultat et faire d'autres choses avec. Donc, on n'aura pas la possibilité de faire tout ça dans juste une ligne ici ou changer juste une variable. Donc, ce qu'on va faire, c'est lorsque le bouton est cliqué, je vais appeler une fonction qui va s'appeler complete to do et je vais lui passer une valeur. Je peux passer la valeur. Si c'est complété, je vais passer dans la valeur true. Mais sinon, ici, je vais par exemple faire complete to do et passer la valeur false. Bien sûr, la fonction complete to do n'existe pas, c'est ce qu'ils me disent. Donc, je vais aller dans mon, j'enregistre ça. Ça me crée une erreur dans mon application pour me dire que complete to do n'existe pas. Donc, on va aller dans notre composant et on va créer la fonction complete to do. Complete to do. Ok. Dans mon complete to do, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une valeur qui est la valeur completed, qui est booléenne. Mais on ne peut pas juste prendre ça. Parce que sinon, dans la logique ici, on ne connaît pas quel item est-ce qu'on veut compléter. Parce que lorsqu'on était juste dans le HTML, on pourrait savoir qu'on est dans une boucle for. On peut juste prendre la valeur to do item et changer sa valeur completed. Mais là, ce qu'on appelle la fonction qui se trouve dans notre composant, on doit être capable de référencer le bon item dans notre tableau. Donc, ce qu'on va faire, c'est passer ce item-là en paramètre aussi. Donc, je vais écrire ici to do item et les valeurs true et false seront les seconds arguments à notre fonction. Donc, je reviens ici. Je veux dans une première valeur qui sera to do item de type any. Vu qu'on n'a pas quelque chose qui représente ça. Donc, ce que je vais juste faire, c'est faire to do item completed prend completed. J'enregistre ça. Et si on revient dans notre application, ça marche pareil. Ok, tout ça c'est très beau, mais on peut faire mieux que ça. Là, on a défini au début qu'un composant, c'est quelque chose qui gère les fonctionnalités d'un bloc qui a une responsabilité précise. La responsabilité de to-do list, c'est d'afficher les to-do list, prendre tout ça, et ce serait cool si on avait quelque chose comme un app to-do item dans lequel on pourrait passer to-do item, quelque chose comme ça. Vous voyez un peu, ce serait cool si j'avais quelque chose comme ça, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est-à-dire, on va créer un autre composant avec le sélecteur app to do item et on aura une propriété personnelle comme ça. Si vous vous rappelez comment créer un composant, on va mettre ça en pratique tout de suite. Je vais venir ici et exécuter la commande ng generate component et on va l'appeler. Bien sûr, app il est rajouté par défaut. Donc, ce qu'on veut notre composant s'appelle, ce sera to do item. Donc, to do item. Avant d'exécuter ça, est-ce que notre to do item, est-ce qu'on veut qu'il ait un template URL? Est-ce qu'on veut que les styles soient généraux aussi? On peut le faire rapidement en ouvrant angular.json et on va venir temporairement ici. On va mettre inline template, on va mettre false parce que je veux que le fichier HTML soit généré séparément. Pour le reste, inline style, on va laisser à true pareil. Et lorsque je vais exécuter maintenant ici, bon, je dois faire sûr d'enregistrer le fichier, enregistrer les modifications. Ok. Maintenant, lorsque je relance cette commande, ça va générer le bon nombre de fichiers pour moi, c'est-à-dire le TypeScript et le HTML. Ok. Maintenant, on peut revenir modifier ça à true pour que pour les prochains composants, ça ne génère pas le fichier HTML simple. Ok, on a créé notre to-do item component. Ils sont là. Maintenant, pour pouvoir l'utiliser dans notre to-do list, comme je l'ai mis ici, vous voyez, ça me met une erreur parce que ça n'existe pas, ce n'est pas connu. On va faire comme tout à l'heure, on doit l'importer. Je dois aller dans mon component.ts et aller dans import et juste écrire, je veux utiliser le to-do item component. Et puis tab, ça complète tout ça pour moi, ça importe ça dans le bon fichier et on est bon. Lorsque j'enregistre ça, je repars dans le to-do list component HTML. On voit qu'il n'y a plus d'erreur sur le composant, ça le reconnaît maintenant, mais ça ne reconnaît pas toujours cette propriété. To-do item, ce n'est pas une propriété connue. Est-ce qu'on doit importer la propriété pareil? Non, c'est juste que la propriété to-do item n'est pas déclarée dans notre composant. To-do item
Si on a quelque chose comme ça, on doit définir le type. Ça ne va pas toujours marcher parce que ici, ça n'est pas reconnu toujours comme une propriété. Ici, j'ai un to-do item component, mais pour pouvoir le passer comme une propriété externe, je dois rajouter le décorateur input. Lorsque je vais écrire input, vous voyez, ça me suggère input de Angular Core. Je clique dessus, ça va l'importer ici. Donc, il faut importer input de Angular Core et là, je serai capable de créer une input. C'est comme une fonction, donc je dois mettre un espace vide ici. Et là, to-do item est reconnu comme un input. Si j'enregistre ça, je viens dans mon component HTML. Vous voyez, on n'a plus d'erreur ici. Ça reconnaît to-do item comme une propriété de type any. Donc, ça attaque quelque chose qui est de type any, de n'importe quoi en fait. Donc là, si je fasse ce deuxième élément-ci, on va aller dans le HTML. On va voir que on a tous nos to-do items work pour le moment. Ça, c'est parce que c'est capable de créer ces trois éléments-ci. Juste que dans le HTML, je n'ai rien d'autre que le to-do item works. Ok, on va coller le code qu'on avait avant. Le code qu'on avait avant, je prends un to-do item. Il reconnaît que to-do item, il est là, de type any. Et je prends ce to-do item, je l'affiche dans le HTML. Je prends to-do item.title. Je vérifie si c'est complété ou pas. Si on clique, j'appelle la fonction completed to-do, etc. Sauf que la fonction completed to-do n'existait pas dans ce composant. Je l'avais mis dans le composant to-do list component. Donc on va venir prendre cette fonction-ci complètement et la mettre dans mon to-do item component. J'enregistre ça, je viens ici, j'enregistre et lorsqu'on repart dans le navigateur, tout est remis comme ça existait avant. Sauf que le CSS, pareil, n'est pas configuré, mais la fonctionnalité, il a recommencé à marcher. Ok. Et on se retrouve avec un simple composant dans lequel on sait qu'un to-do list, le composant to-do list, c'est juste un titre et une liste de to-do items. To-do item maintenant, on contrôle-clic, si je ramène là, ça prend to-do item et ça affiche les différents éléments, ça jette toutes les fonctionnalités associées. Je vais retirer celle-ci et on va enregistrer ça. Je reviens dans l'HTML, tout marche comme ça marchait avant. Je peux venir dans le to-do list component et on va prendre nos styles qu'on avait définis ici et on va les mettre dans notre to-do item dans le style ici. Ok, on revient là. Ok, tout remarche comme par magique. Font family, font size, il veut quelque chose d'un peu plus gros. Ok, on a nos différents éléments qui sont là. Cool. On peut faire mieux que ça parce que imaginez maintenant, j'ai dit ici que les inputs c'est de type any, c'est-à-dire que si je viens ici dans mon to-do list component et que au lieu de to-do item, au lieu de passer un to-do item, je passe quelque chose comme par exemple false, ça va l'accepter parce qu'on a dit any, donc ça peut prendre n'importe quoi, ça peut prendre un booléen, ça peut prendre un nombre. Le problème c'est juste que après dans le to-do item component, on va essayer de prendre par exemple ce nombre là, 120.title, ce qui n'existe pas, on n'a pas la propriété ça, title dans un nombre. Donc ça cause un problème. Donc on doit s'assurer donc que la valeur qui est passée ici, c'est une bonne valeur. Si on revient dans notre navigateur, vous allez voir que rien ne marche ici parce que ces propriétés n'existent pas. Il va ouvrir la console, vous allez voir toutes les erreurs qu'on a. Vous voyez erreur property completed on number 120. Ces propriétés completed n'existent pas. Donc tout ce que je clique là, ça ne comprend pas ce qui se passe. Pour gérer ça, on va utiliser généralement des interfaces. Ça, c'est plus une notion de TypeScript et non de Angular, mais c'est nécessaire lorsqu'on crée des applications Angular pour avoir quelque chose de vraiment consistant. Donc, on va d'abord commencer par créer quelque chose de to-do item, une interface qui représente nos to-do items. Une interface, c'est-à-dire, c'est comme un type en fait. Comment je fais ça? Je vais créer ici, je vais dire ici export interface to-do item et ça sera caractérisé par son titre de type string et complété de type booléen, c'est tout. Donc ça a les mêmes caractéristiques que ce qu'on avait dans notre to-do list ici, comme on avait chaque to-do avec un title et un completed. C'est ça qu'on dit ici. Maintenant qu'on a défini un type exactement pour ça, je peux l'utiliser comme un type. Donc je vais dire que tous mes to-do items ne doivent pas être de type any, mais doivent être de type to-do item. Si j'enregistre ça, maintenant, lorsque je reviens dans mon to-do list component, je dois revenir ici, to-do item aussi, le définir ici comme to-do item. On dit qu'il n'y a pas d'initialiseur. Maintenant que j'ai fait ça, ici ça attend que j'initialise quelque chose par défaut, c'est-à-dire faire quelque chose comme ça, dans un titre et completed false. Ou ce que je peux faire, c'est juste mettre le point d'exclamation et dire que si je crée un to-do item component,
la propriété to-do item sera toujours définie. Donc, elle est nécessaire, elle est obligatoire. Maintenant, lorsque j'enregistre ça, on repart dans le to-do list. Vous allez voir qu'on a une erreur maintenant. Je ne peux plus lui passer des nombres simplement. Je ne peux pas juste passer 120. Il attend un to-do item. Et là, c'est cool. Maintenant, je peux venir ici et dire, OK, passe le to-do item. Et là, il marche parce que il sait que to-do item a les mêmes propriétés que le type to-do item. Répéter to-do item partout, c'est un peu embrouillant. Donc, je vais appeler tout ça juste to-do. Chaque to-do, il vérifie les propriétés d'un to-do. Il se rend compte que chaque to-do a les propriétés title et completed. Donc, il est capable d'associer ça avec le type to-do item qui a les propriétés pareilles, title et completed. Ça, c'est comme ça qu'on a un programme maintenant qui est super facile à utiliser, où on sait que les bonnes données seront passées obligatoirement. Déjà, pour ces to-dos que j'ai, je vais rajouter des ID devant. ID, ok, on va mettre chaque ID différemment. Et je dois m'assurer juste que lorsque je push ici, bon, ça c'est pas une fonction nécessaire pour le moment. Je dois juste m'assurer que dans mes to-do item, je rajoute aussi la propriété ID. Un ID est de type number. Ok. Je veux que chaque to-do maintenant ait un ID. Et on va faire quelque chose de plus avancé avec ça. D'accord. Donc on a vu comment créer nos propres propriétés personnalisées dans nos propres composants avec un input. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on veut, par exemple, avoir une fonction? Tout à l'heure, on avait quelque chose qui était quelque chose comme click. Et lorsque click se passait, on appelait une fonction. Mais qu'est-ce qui se passe sur un élément personnalisé? Est-ce qu'on peut appeler la fonction click sur un élément personnalisé? Oui, c'est possible d'appeler click sur un élément personnalisé. Mais d'habitude ou généralement, on veut nos propres événements. Par exemple, on veut un événement qui nous dit lorsque, par exemple, on veut un événement lorsque le complete status change. Ça, c'est un peu long, mais c'est une fonction qui nous dit lorsque le statut d'une tâche complétée a changé. On veut prendre ça et le passer dans une fonction que je vais appeler par exemple on to do completed. Et je vais prendre la valeur qui est passée en paramètre. Ok. Pour qu'une fonction comme ça, complete status change, existe, on doit créer quelque chose dans notre composant. Vous imaginez pour input, c'est-à-dire pour passer des données à notre composant, on a utilisé input. Pour faire sortir des données, c'est-à-dire utiliser des événements ou pour utiliser des événements pour appeler et déclencher des fonctions et faire sortir des données, on va utiliser output. Donc, on va aller dans notre to-do item et on aura un out. J'appelle output que je vais appeler le nom que j'ai donné, complete status change, et ça sera un new event emitter. Ce que lui il émet, c'est un booléen, c'est-à-dire que lorsque le statut complété a changé, je vais émettre un booléen. Ok. Maintenant, pour faire ça, on va déclencher cet événement-ci lorsque le complete status change, c'est-à-dire lorsque cette fonction complete to do est appelée. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler this.complete status change et je vais émettre l'événement en le passant à la nouvelle valeur de la propriété completed. Ok, donc j'enregistre ça. Vous allez voir maintenant que si je viens ici, to do list, lorsque l'événement-ci est fait, ça va appeler la fonction to do completed. Je pars là, je déclare une fonction dans mon composant to do list component et je vais rajouter quelque chose de simple ici, juste un console log pour le moment. Ok, je reviens dans mon application. Vous allez voir, lorsque je clique sur compléter, le statut a changé, c'est devenu completed et j'ai tâche to do completed. Mais si je clique sur on compléter, ça va afficher pareil to do completed. Ça c'est parce que ça s'affiche un peu du statut. Ce qu'on veut plutôt faire, c'est au lieu d'afficher to do completed, on a dit que le event emitter émet une valeur de type boolean. Pour récupérer cette valeur dans le HTML, je vais utiliser le $event. J'enregistre ça et je pars dans le JavaScript. Je dois bien préciser à la fonction que j'attends un événement, une valeur. Je vais appeler ça ici isCompleted parce que je sais que c'est de type booléen. J'enregistre ça et maintenant je pourrai afficher ici console log to do completed 2 points et afficher la valeur isCompleted. Si j'enregistre ça, on revient ici. Maintenant je pourrais voir isCompleted true, isCompleted false. Donc ça m'affiche la valeur qui a été émise. Donc maintenant lorsqu'une valeur a été complétée, mon composant to do est capable de déclencher un événement pour laisser savoir mon composant to do list qu'une tâche vient d'être complétée.
On peut utiliser cette fonction pour des choses bien plus avancées. Lorsqu'on sait qu'une tâche a été complétée, par exemple, on pourrait prendre cette tâche-là et faire quelque chose comme l'enregistrer dans une base de données. Enregistrer le statut de la tâche dans une base de données. On pourrait faire quelque chose comme ça. Mais on n'a pas de base de données dans notre exemple ici. Ce qu'on a, c'est un tableau avec les différents éléments. Comment gérer ça? Et pour faire ça, pour simuler un enregistrement dans une base de données, ce qu'on fera, c'est prendre plus que juste ces valeurs est complétée ou juste savoir si un to-do est complété. On veut savoir quel to-do vient d'être complété. Et le fait de déclencher juste, et de recevoir juste que la tâche vient d'être complétée ou pas, ne nous donne pas vraiment cette valeur-là, ne nous avantage pas. Ce qu'on pourrait vouloir faire, c'est, au lieu de passer juste l'événement, on pourra vouloir faire et dire que prends le to-do et passe-le aussi en paramètre à cette fonction. Si je fais ça, je dois modifier la déclaration de la fonction et dire que attends-toi aussi à avoir un to-do de type to-do item. Je vais importer ça. Je vais importer to-do item de notre composant. Maintenant que je m'attends à to-do item, ce que je vais faire lorsque je sais que ça vient d'être complété, je vais filtrer tous les to-do et prendre tout ce dont l'ID est différent de celui-ci. Et là, j'aurai un 10.todo prend ça. Donc là, je vais, lorsqu'une tâche est complétée, je veux la retirer de la liste des tâches. Mais avant de la retirer de la liste des tâches, c'est que je vais prendre ce nouveau to-do-ci et le rajouter dans une nouvelle liste ici qui sera, par exemple, completed to-dos, qui est un tableau vide par défaut. Ok. Donc lorsque on clique pour marquer qu'une tâche vient d'être complétée, je vais afficher de la console que oui, une tâche vient d'être complétée et je vais filtrer toutes les tâches et retirer juste cette tâche qui vient d'être complétée ici. Maintenant, la tâche qui vient d'être complétée, je l'ai en paramètre là, donc je vais la rajouter dans ma nouvelle liste de tâches complétées. Mais il faut d'abord que je ferme cette fonction-ci et je vais rajouter cette nouvelle tâche dans ma liste des tâches complétées, c'est-à-dire 10.completed_to_do push to-do. Je vais marquer ici que c'est un to-do item array, un tableau de to-do item. Ok. Donc chaque fois qu'une tâche sera complétée, elle sera retirée de la liste des tâches normales et elle sera rajoutée dans la liste des tâches complétées. On va aussi modifier ça dans le HTML. J'avais une to-do list. Ce que je veux maintenant avoir, c'est un to completed list. Et ici, je vais avoir un tableau, un UL qui va aller à travers tous les to-do qui se trouvent dans completed to-do. On va traquer le title, mais je veux plus le title ici, je vais traquer le ID. Pareil ici, je traque le ID vu que c'est maintenant unique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau to-do item. Sauf que je sais que c'est déjà complété. Je garde ça comme ça et j'enregistre ça. Si j'enregistre ça comme ça, on va se rendre compte donc que j'aurai deux listes affichées. On dit not all code path return a value. Ça c'est quel élément? 33, 35. To-do list. Ok, 33 à 35. On va venir ici. Ok, c'est pas comme ça que les filtres marchent. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Pour le filtre, je dois juste retourner une valeur booléenne en fait qui dit si c'est vrai ou si c'est faux. Donc ici, je vais retirer ça et ça. Ce que je veux ici, c'est retourner si TID est différent. On va effacer tout le reste. Ça, ok. Donc le filtre va filtrer tous les to-do, pas le to-do. Le filtre va filtrer tout ça et on a un élément qui marche maintenant. Donc ici, par exemple, si je clique sur compléter, ça a été complété et ça a été rajouté à la seconde liste. Mais là, si je le décomplète, ça ne modifie plus rien. Est-ce que je veux maintenant rajouter la fonctionnalité lorsque je décomplète? Ça ramène à la liste des to-do. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Et là, lui était déjà complété. Pareil, lorsque je change son statut, il est rajouté à la liste des tâches non complétées. Donc notre logique n'est pas vraiment poussée ici. On va rectifier tout ça. Dans To-Do List, ce qu'on faisait, c'est qu'on vérifiait, on savait juste que il se complétait. On n'a pas vérifié si c'est vraiment complété ou pas. Donc, avant de faire tout ça, on doit juste faire une petite vérification. Si c'est complété, on l'a rajouté à la liste des tâches complétées. On la retire de la liste des tâches non complétées. Mais si ce n'est pas complété, là, on va la remettre. Là, on va la remettre dans la liste des tâches à compléter. Si j'enregistre ça maintenant, on va initialiser tout ça à faux. On a nos différentes tâches. Et je vais venir ici dans mon To-Do List Component. Je vais rajouter la fonction. Pareil comme celle-ci, complete statue. Ça va appeler la même fonction. Vu que les conditions pour les deux sont déjà gérées. Et je reviens ici. J'actualise, c'est bon. Lorsque c'est complète, c'est rajouté ici. Lorsque je décomplète, ça la ramène à la liste des tâches non complétées. Donc, on a maintenant un To-Do App qui marche où nos tâches non complétées sont rajoutées
une tâche complétée, change de liste. Maintenant, nos tâches, elles sont tous gérées dans notre composant To-Do List. Tout ça est géré dans notre composant To-Do List. C'est-à-dire quoi? Si je viens dans mon App Component et je duplique ça, j'enregistre ici, vous allez voir que là, on a deux composants To-Do List qui s'affichent. Avant de faire ça, je vais mettre un HR au milieu des deux HR même, pour que vous voyez la différence. Donc ça, c'est notre premier To-Do List Component et ça, c'est notre deuxième To-Do List Component. On a deux listes de tâches très différentes. Si je complète ici, ça fait tout ce que ça a à faire. Et si je complète ici, ça fait tout ce que j'ai à faire. Mais en général, on ne voudra pas quelque chose comme ça. On voudra une liste de données qui est unique et identique pour toute l'application. C'est-à-dire que même si je duplique To-Do List, j'aimerais que lorsque je clique sur To-Do Completed, ça le complète dans cette liste-ci. Mais oui, ça la complète aussi dans cette liste-ci parce que les données sont identiques dans toute l'application. C'est comme ça que vous aurez votre nom d'utilisateur qui ne va pas changer d'une page à une autre parce que l'état de la donnée a changé dans cette page-ci et ça n'a pas été affecté dans une autre page. On veut que tout ça soit uniformisé. D'où interviennent les services en Angular, où on va créer des données de la logique qui est utilisée dans toute l'application. Ok, je vais illustrer ça avec l'explication de Angular de la documentation officielle. On dit que le partage de code ou le partage de données, ça c'est quand on veut injecter les mêmes données dans tous les composants. Parce que lorsqu'on veut partager la logique entre les différents composants, Angular exploite un modèle de conception d'injection de dépendance. Ça se fait avec des services. C'est-à-dire que j'aurai un service qui aura les données et ces données-là, je pourrai l'intégrer et l'utiliser dans différents composants. C'est ce qu'on va faire donc maintenant. On va créer un component, un service qui va gérer toute la logique, toutes les données similaires à notre application. Donc, on aura plus nos to-dos et nos completed to-dos dans notre to-do list component. Ça sera dans un service. Comment faire ça? On va ouvrir notre console encore une fois. Et au lieu de générer un component, comme on faisait ng generate component, ce qu'on va faire maintenant, c'est générer un service. Je vais appeler ça ng generate service. Ou généralement, ce qu'on va faire, c'est avoir tous nos services dans un dossier service. Donc, je vais créer un dossier qui s'appelle service avec S, appuyez entrée, et ça va créer le dossier pour nos services et on aura notre to-do list service ici à l'intérieur. Ok, on ferme le terminal, on ferme la barre d'exploration. Ok, un service, pareil, ça a un décorateur comme pour les composants. Le composant avec le décorateur component qui l'identifie comme un component. Le service, ça a un décorateur injectable qui est défini comme un injectable, mais c'est un service en fait. Un service peut être procuré dans l'application. Route, c'est pour l'application. C'est pour ça qu'on met provided in route. Dans notre to-do list service, c'est lui qui va contenir toutes nos données. Donc, je vais venir ici, nos to-do, ce qu'on avait, et nos completed to-do. Je vais copier tout ça et le mettre ici. On doit s'assurer d'importer le to-do item, que ça reconnaisse de quoi est-ce qu'il s'agit. Et on a ça. Donc, maintenant, on pourra avoir une fonction comme add to-do. Et cette fonction add to-do, on va lui passer les paramètres title, completed, et c'est ça qu'on va passer ici, title completed. Et on a besoin aussi d'un id, et l'id sera todos.length. Donc je vais mettre ça ici, je vais faire 10.todo, je vais sélectionner le dernier élément et je vais prendre son id et je vais rajouter 1. Je vais rajouter 1. Ça c'est une longue manière de créer un nouveau to-do et rajouter 1 à son id. Ok, donc j'ai un add to-do, j'ai un complete to-do. Et le complete to-do, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire toute la logique qu'on faisait tout à l'heure dans notre to-do list component. Ok. Donc, on a notre service maintenant qui gère la même logique qu'on gérait ici tout à l'heure. C'est-à-dire, if completed, sinon, on fait ceci. C'est ça que je fais là. Je peux rajouter des to-do. Et je peux terminer des to-do. Pour le moment, on va rester juste là. Et pour intégrer maintenant et utiliser ce service, ce que je vais faire, c'est venir ici. Et pour intégrer et utiliser un service, on peut le faire de deux manières. La documentation le dit. Soit on va utiliser un inject. Donc je vais dire inject calculator service dans une propriété. Et je vais être capable d'utiliser ce service-là partout. Ou je peux le passer juste dans le constructeur. Donc je peux déclarer le constructeur ici qui ne fera rien. Mais ce que je veux ici c'est private to-do list service qui sera de type to-do list service. Ok, juste le fait de le passer comme ça à notre constructeur,
ça va l'intégrer. On est capable d'utiliser ce service-là maintenant. Vous voyez, ça l'a importé ici et on va l'utiliser maintenant. Donc, si quelqu'un veut ajouter un to-do, cette fonction, je ne l'ai pas vraiment utilisée depuis. On va revenir à ça si on en a besoin. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait to-do completed? Là, je peux venir ici et je vais juste appeler notre service. This.to-do les services, complete to-do, je le passe le to-do et je le passe le statut du completed. Il va se gérer de toute la logique, il va compléter tout ça. Et ce que je veux ici aussi, c'est to-do list to-dos. Je veux rendre ça public afin que ce soit accessible partout. Donc je viendrai ici, to-do list service. Je n'aurai plus besoin de ça, des to-dos et des completed to-dos. Je vais effacer ça. Ce que je dois me charger de faire, c'est d'aller dans le component. Au lieu d'avoir les to-dos ici, ce que je vais faire, c'est to-do list service.todos. Ok, on va pas mettre ça privé, on va mettre ça protected pour que ce soit accessible même là. Protected, où est la classe ou le constructeur? On va dans to-do list component. On va mettre ici protected. Ok, maintenant je peux utiliser le to-do qui se trouve dans le to-do list service. Et pareil pour le completed to-dos. Et là, donc, j'ai des données qui ne sont plus juste initialisées dans le composant. Donc, je n'ai plus de to-dos ici, je n'ai plus de completed to-dos ici. Tout ça vient de mon to-do list service. C'est-à-dire que si on revient ici, vous allez voir maintenant que j'ai toujours deux composants, mais ce sont les mêmes données. Si je clique ici sur compléter, ça a été complété dans les deux composants parce que ce sont les mêmes données qui sont synchronisées dans toute l'application. Je décomplète là, ça décomplète dans toute l'application. Et c'est comme ça qu'on a des données uniformisées avec des services. Ça marche dans toute l'application en fait. Notre to-do list app, on n'a même pas fait des choses comme rajouter des composants, supprimer des composants, toucher au formulaire, toucher aux signaux, les choses qui sont nouveaux dans Angular 18. Il y a tellement de choses que faire un tutoriel plus long que ça, ce sera un tutoriel de plusieurs heures. J'ai gardé ça vraiment essentiel pour les débutants. Et ces notions qu'on a prises ici sont déjà les basiques que vous aurez besoin de connaître dans toutes les applications Angular. Merci si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous si vous aimez mes tutoriels et tout ce que je fais sur cette chaîne. Prenez soin de vous. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao.